trouverez l'ensemble des participants avec lesquels vous pouvez rentrer en contact selon vos sujets d'intérêt et discuter autour d'un café ou un thé, malheureusement virtuel, mais on espère qu'on pourra se retrouver bientôt. Donc, je vous dis à tout de suite. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Gilles Garzinski, qui est directeur des talents et cadre dirigeant de Safran Group. Donc, il est aussi représentant de Safran dans les partenariats privilégiés que nous avons, que nous avons avec le groupe Safran. Et donc, du coup, je lui laisse la parole pour présenter Madame Adnani et Monsieur Ollier. Bonjour à tous, merci beaucoup de cette introduction. Donc, je suis Gilles Garzinski. Effectivement, je représente Safran dans les instances de direction de la chaire et je voudrais vous dire toute notre satisfaction et notre plaisir donc à encourager ces travaux de réflexion, mais aussi ces partages d'expériences, réflexion-action, on va dire, autour de la résilience et du leadership, et cela donc depuis la création de la chaire. Donc, un grand plaisir d'être associé à ces travaux et à ces journées scientifiques. Quelques mots donc avant de effectivement passer la parole à mes collègues. Donc pour vous dire un petit peu comment se positionne Safran aujourd'hui, dans quel contexte nous sommes. Donc Safran, je vous le rappelle, un groupe de haute technologie présent dans les moteurs et dans les équipements aéronautiques, leader sur ces marchés, dans les premières positions mondiales sur chacune des gammes de produits. Donc riche de ses technologies, riche de son capital humain, et riche aussi de son empreinte industrielle, qui est française, avec la moitié de son personnel en France, mais aussi internationale. Nous sommes aujourd'hui 80 000 personnes dans le groupe, et donc nous avons une empreinte industrielle extrêmement large et profonde. Voilà, donc je voudrais en un mot également insister sur le contexte un petit peu exceptionnel dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisque nous faisons face, on va dire, à un triple défi. Un défi sur l'aviation plus verte et décarbonée. Donc la transition écologique, c'est un enjeu absolument majeur pour Safran. Au moment même où nous nous parlons, se déroule l'Assemblée générale de Safran et notre directeur général est en train de présenter la roadmap sur la contribution de Safran à l'aviation décarbonée et donc aux zéro émission de 2050. Donc c'est une trajectoire extrêmement ambitieuse, puisque vous savez, nos cycles de développement et de production sont longs dans l'aéronautique, dans le cadre de la complexité de nos produits et de la sécurité que l'on recherche à 100%, une haute fiabilité. Donc les cycles de développement sont très longs et donc effectivement, on a des gros enjeux autour de l'aviation décarbonée d'ici 2050, des enjeux majeurs en termes d'investissement technique, humain et financier. Donc ça, c'est le premier défi, on va dire, qui préexistait à la crise Covid. Le deuxième défi et le troisième défi sont liés à la crise Covid. D'abord, la crise sanitaire, dont nos collègues vont nous parler un petit peu plus précisément, puisque nous avons, comme toute entreprise, eu à vivre cette phase de confinement, déconfinement, de protocole, de travail à distance. Un petit peu comme ça a été fait précédemment par l'intervenant, nous allons vous faire un retour d'expérience sur le vécu de cette crise sanitaire chez Safran. Et puis, il y a un troisième défi, qui est évidemment la crise de l'aéronautique, puisque cette crise sanitaire a aussi impacté directement le trafic aérien et toute l'industrie aéronautique, vraiment à tous les niveaux. Le trafic aérien ne représentait au mois d'avril-mai de 2020 que 20% de ce qu'il était auparavant. Bon, progressivement, il est remonté plus près des 50%, 40%, et vous savez, c'est assez contrasté suivant les zones géographiques. Donc, en réalité, aujourd'hui, on est sur un trafic qui est encore en moyenne réduit de presque de plus d'un tiers, entre le tiers et la moitié, suivant les zones. Donc, c'est un impact considérable pour nous qui vivons de la fabrication de produits neufs, mais aussi de la maintenance et de la réparation des activités en service. Et donc, c'est un choc économique et financier aussi pour nous, un choc considérable. Voilà, donc je voulais vous indiquer ça en introduction. Et mes collègues donc, au sein de Safran Aircraft Engine ont développé des échanges plus pointus, plus approfondis avec l'école navale et la chaire ces derniers mois. Donc je les remercie beaucoup de l'intérêt qu'ils ont porté à ça, de l'intérêt qu'ils voient à ces échanges croisés et donc de faire ce témoignage aujourd'hui. Ils sont au sens large au sein de la DRH de Safran Aircraft Engine, ils vont vous en parler. Voilà. Et la DRH a eu un rôle clé
au sein de Safran dans la gestion de la crise. Donc je pense que c'est important de le souligner, c'est le cas dans la plupart des entreprises, mais je pense qu'effectivement, on a été au premier plan, chacun dans nos rôles respectifs. Et c'est ce que donc Marie-Céline Adnani et Bernard Houllier, qui ont été des acteurs importants, Aircraft Engine est la première société du groupe en termes de taille assez largement. Donc ils ont eu un rôle clé dans cette gestion de crise. Et donc je suis très heureux qu'ils soient là aujourd'hui pour vous présenter le fruit de leur expérience. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous nous voyez à l'écran et si vous nous entendez, nous sommes désolés, nous portons le masque pour des contraintes sanitaires, vous partagez sûrement. Donc, nous sommes très heureux de participer à cette chaire et de pouvoir partager avec vous notre expérience déjà de la gestion. Nous avons aussi choisi la crise Covid comme vecteur là, de nos échanges. Et donc, nous allons partager avec vous, il y a 2 temps, je vous présenterai plutôt la gestion de la crise. Vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs. Jean-Michel Gauthier. Et puis, il y aura une deuxième partie qui sera présentée par Marie-Céline, qui sera plus sur le ressenti, sur le vécu des salariés par rapport à la crise et puis à nos décisions. Voilà. Donc, nous sommes dans une crise Covid, donc il y a une crise sanitaire, comme beaucoup de personnes dans le monde entier. Et nous avons aussi un impact très fort économique, puisqu'effectivement, le secteur aéronautique a été profondément marqué par la crise. Donc, bon, nous sommes dans l'industrie, comme l'a dit Jean-Michel Gauthier, nous n'aimons pas les aléas, nous n'aimons pas les paramètres non maîtrisés. Donc, ça fait longtemps que le groupe Safran a mis en place un management des risques, donc un processus d'identification des risques, et puis aussi ensuite un processus de gestion des crises pour faire face à tout type d'événements majeurs qu'on pouvait imaginer. Alors, donc c'est la slide 1, je ne sais pas si vous voyez, non, celle d'avant. La première, voilà, c'est la première. Donc, on s'intéresse évidemment en priorité, quand on parle de risque, à tout événement aléatoire qui a une probabilité d'arriver et qui peut entraîner des impacts qui peuvent l'atteinte d'objectifs stratégiques de la société ou du groupe, voire même, dans le pire des cas, sa pérennité. Donc, le management des risques que nous avons en place a pour vocation d'identifier tous les événements qui peuvent nous impacter, que ce soit économiquement, en termes d'image, en termes de responsabilité, ou attaquer humaine ou organisationnelle. Et nous élaborons périodiquement, donc 6 mois, une matrice qui identifie ces événements. Donc, c'est une matrice avec 2 axes. Un axe horizontal sur lequel nous plaçons la probabilité d'occurrence de l'événement, donc très peu probable, enfin très rare, jusqu'à probable, en tout cas avec une occurrence qui peut être annuelle même. Et puis, pour chacun des risques, nous mettons en ordonnée l'impact que nous, sur la donc en termes de gravité, donc de faible à critique. Voilà. Donc, une fois que ces matrices sont réalisées, alors elles sont réalisées à plusieurs niveaux, elles sont réalisées au niveau des sites. Ensuite, certaines la société, et puis certains de ces événements remontent au niveau du groupe. Voilà. Donc, on a toute une hiérarchie de risques, et pour chacun de ces risques identifiés, nous avons 2 plans d'action. Un premier plan d'action qui est destiné à réduire le risque d'occurrence, voire à supprimer le risque, ce qui est l'idéal. Et puis, si ce n'est pas possible, nous avons un plan d'action qui est plutôt destiné à limiter l'impact de ces événements sur la société, en mettant en place des mesures de sauvegarde ou des plans de continuité d'activité qui ont été évoqués tout à l'heure. Bon. Donc, malheureusement, la gestion des risques n'empêche pas les situations de crise. Nous en avons un exemple avec le Covid-19. Nous en parlerons tout à l'heure, parce que c'est un risque identifié, mais donc, au cours de cette présentation, nous allons voir comment la crise a été gérée au sein du groupe et au sein de notre société. Et puis, les premiers enseignements de cette crise, qui n'est pas encore terminé. Je le rappelle, vous savez tous, ça dure depuis 18 mois. On n'est pas sorti de la crise. Comme l'a dit Jean-Michel Gauthier tout à l'heure,
La reprise est attendue, nous l'avons prévu. Nous préparons à la reprise, mais nous ne savons pas exactement quand elle va arriver. Et puis, deuxième point, c'est que je pense que les effets de cette crise ne sont pas encore tous mesurés, évidemment. Hein. Donc, on s'attache à le suivre au fil de l'eau. La situation perdure et les effets devront être à un moment donné mesurés vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis de l'entreprise. Alors, planche 2, comment le groupe s'est préparé à une crise sanitaire? Alors, la pandémie du Covid-19, c'est ce qu'on appelle en termes de gestion de crise un signe noir, hein, donc l'animal noir. Hein. C'est un événement peu probable, qui est exceptionnel par son ampleur. On n'avait pas prévu une telle ampleur, hein, puisqu'elle est considérable par la défense, car il affecte toute la structure. Hein, et il affecte aussi nos clients, par exemple les compagnies aériennes. Il affecte les clients des clients. Oui. Et il affecte aussi nos fournisseurs, nos prestataires, et puis toute notre chaîne logistique, hein, puisque, présenté tout à l'heure Jean-Michel Boutet, nous avons aussi des implantations dans le monde. Donc, nos dispositifs de gestion des risques avaient déjà identifié, on l'avait dans nos documents, un risque de pandémie. Alors, pourquoi nous l'avions identifié? Parce qu'on a eu des cas avec le H1N1, avec le SRAS, il y a 10 ans. Donc, nous avions identifié un risque de pandémie et nous avions imaginé deux scénarios majeurs. Le premier scénario, c'était de l'ordre de 30% des effectifs sur 6 mois, sur un ou deux sites, voilà, dans une usine. Donc, comment manager l'usine avec de l'absentéisme fort. Et le scénario 2, qui était un scénario majeur pour nous, c'était la fermeture d'un site de production pendant plusieurs semaines. Voilà. Alors, la réalité, évidemment, a dépassé de très loin ce qu'on avait imaginé. Donc, par contre, les moyens, les plans d'action prévus dans nos mesures de sauvegarde, ce qu'on appelle aussi les plans de continuité d'activité, se sont certes montrés insuffisants compte tenu de l'ampleur, mais ils ont quand même permis d'avoir rapidement une base pour lancer les premières actions sur toutes les sociétés et sur tous les sites. Donc, ça, c'est un point positif. Et les plans de continuité, notamment pour ce qu'on appelle la continuité des activités dites essentielles, se sont révélées globalement efficaces, même si elles n'étaient pas exhaustives et elles étaient parfois insuffisamment dimensionnées pour prendre en compte la profondeur de la crise, ainsi surtout que sa durée. Alors, comment on organise une gestion de crise? Planche suivante. Voilà. Donc, une gestion de crise. Nous avons des documents dans le groupe, hein, donc au niveau du groupe, au niveau des sociétés et aussi au niveau des différents sites que l'on appelle manuel de gestion de crise. Donc, c'est un document qui identifie les différents événements en fonction de leur nature et de leur gravité. Donc, leur nature, ça peut être pandémie, ça peut être un accident mortel sur un site, ça peut être un accident d'aéronef. Voilà. Donc, il y a plusieurs événements qui peuvent impacter la société. Et pour chaque événement, nous avons la description de la structuration de la gouvernance de la cellule de crise et des différentes interfaces pour chacun de ces cascades par rapport à la crise de cette ampleur. Les manuels de crise des sociétés ont également été mis en œuvre et une organisation complète de gestion de crise en réseau a été déclinée au sein de l'ensemble du groupe. Donc, le groupe avait une cellule de crise, les sociétés avaient leur propre cellule de crise, et dans les sociétés, les établissements avaient aussi une cellule de crise. Voilà. Donc, des cellules de crise ont donc été mises en place à tous les niveaux de l'organisation du groupe, et elles ont été pilotées, coordonnées par la cellule groupe pour les directives et le cadre des actions. Planche suivante. Alors, quels sont les objectifs d'une cellule de crise? Bon, dans la cellule Covid, évidemment, on avait deux priorités. La priorité, c'était d'assurer aux collaborateurs de Safran des conditions de sécurité optimales. Et puis, la deuxième
le deuxième axe de nos actions est de sécuriser la continuité des activités essentielles par la mise en œuvre de plans de continuité d'activité qui étaient prévus. Lorsqu'on appelle des activités essentielles, c'est le support aux armées qui sont en opération dans le monde, comme vous le savez. C'est aussi le soutien à nos clients et la sécurisation de nos sites. Alors, nous distinguons deux niveaux d'urgence dans les cellules de crise. Le premier niveau, c'est le niveau d'alerte, lorsque la situation nécessite une veille en temps réel des événements, qu'ils soient internes ou externes. Dans ce cas, on est plutôt en termes de pilotage de donc c'est la cellule d'alerte et de veille. Lorsqu'on passe en cellule en crise, donc là, on active la cellule de crise pour les situations dans lesquelles un ou plusieurs paramètres deviennent hors normes et où la société peut être mise en difficulté. Voilà. Donc, les sujets sont très larges, il faut le savoir. C'est pour ça qu'une cellule de crise est constituée de plusieurs acteurs et de plusieurs décideurs. Pour le Covid, par exemple, ça allait du suivi sanitaire des collaborateurs, par exemple détachés, faire leur suivi, organiser leur retour. C'est aussi l'adaptation des processus de production, c'est l'organisation de nouveaux schémas logistiques, et les programmes ou les opérations dans lesquelles nous sommes engagés. Alors, quelles sont les composantes, page suivante, de la cellule de crise? Alors, nous l'avons vu, la cellule de crise anticiper des événements pour permettre de faire face au mieux. Oui, c'est la planche suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous devons prendre des décisions en cellule de crise de nature à préserver les intérêts du groupe. Alors, c'est très souvent d'un délai très contraint, c'est presque en temps réel. On l'a vu, le Covid a eu quand même plusieurs phases, plusieurs étapes, avec des fois des décisions, je ne vais pas dire contradictoires, mais qui n'allaient pas forcément dans le même sens. Donc, pour la cellule de crise Covid, nous avions la direction internationale qui a pris le lead de cette cellule parce que la crise était internationale, voilà, naturellement. Par contre, comme l'a dit Gilles, le pilotage opérationnel a été assuré par la direction des ressources humaines, compte tenu des nombreux enjeux RH, d'une part, et aussi parce que dans l'équipe des ressources humaines, nous avions le réseau en crise sanitaire, donc les médecins référents ont quand même joué un rôle important, et nous avions aussi toutes les structures de sécurité au travail et des moyens généraux qui ont mis en œuvre sur le terrain le protocole sanitaire. Bon. En termes de communication et de réactivité des cellules de crise, bon, on l'a vu, il y avait plusieurs étapes, niveau groupe, société, niveau site. Donc, la circulation des informations, des décisions ont été réalisées par chaque acteur via ses réseaux. Nous avions des réseaux santé, des réseaux communication qui ont permis de redescendre très rapidement les décisions et les orientations fixées par la cellule. Au plus fort de la crise, c'était lorsque la crise Covid a atteint l'Europe, nous avions une cellule qui se réunissait quotidiennement et qui alimentait directement le comité exécutif. Donc la cellule de crise a eu évidemment beaucoup d'interactions en interne, mais elle a eu aussi de nombreuses interactions avec les pouvoirs publics en France, dans les pays, mais aussi des interactions très fortes avec la santé, donc que ce soit la haute autorité, l'agence régionale de santé ou Santé publique France. Alors, dans le cadre de la pandémie, quelle a été la chronique d'activation de ces cellules? Page suivante, s'il vous plaît. Bon, nous avons à peu près eu la même chronique que la présentation de Jean-Michel Gauthier. Donc, début janvier, bon, il y a eu une première organisation de gestion de crise qui a été mise en œuvre par Safran China, parce que le Covid commençait à se prendre des dommages. Ensuite, on a évolué très rapidement et dès fin janvier, ça va être vers le 27, au niveau du groupe, une cellule de crise qui restait
dans un premier temps en veille, et progressivement, elle a été activée et passée 3 jours après à l'état d'alerte. Donc à ce stade, la cellule a mis en œuvre les mesures sanitaires et a donné les premières consignes de restriction des déplacements. Puis tout s'est accéléré et la cellule est passée à un mode de gestion de crise quotidienne fin février. Donc un peu en amont, nous avons aussi anticipé les décisions puisque l'OMS qualifiait le Covid-19 de pandémie mondiale une semaine après. Donc, chacune des sociétés de Rhin a également mis en œuvre son organisation de crise afin de pouvoir prendre en compte les informations et les décisions du groupe et surtout adapter ces décisions à leur propre fonctionnement, en particulier en ce qui concerne leur activité essentielle et leur processus de production. Donc, au même constat que Jean-Michel Gauthier, la mobilisation rapide et efficace des équipes en Chine a quand même largement contribué à l'armement progressif du dispositif en Europe, puis dans les autres pays qui ont subi la déferlante du virus, puisque le virus, vous le savez, s'est déplacé dans tous les pays. Alors, quelles décisions et quels impacts sur les salariés? Page suivante. Alors, je vais maintenant vous présenter les décisions opérationnelles qui ont été mises en place par cette cellule et initier en tout cas, évoquer les impacts sur les salariés et les organisations. Première phase, début de l'épidémie, en début d'année, dès le début de la crise en Chine, les salariés détachés ainsi que leurs familles ont été suivis puis ont été rapatriés si elles le souhaitaient. Pour atteindre le double objectif de protection des salariés et des biens, la cellule de crise a organisé l'approvisionnement en équipements sanitaires de l'ensemble du groupe, en particulier les masques chirurgicaux, ça a été évoqué tout à l'heure. Nous étions dans un contexte de pénurie mondiale et nos services et nos équipes achats ont fait un travail remarquable puisqu'ils ont réussi à approvisionner des masques pour l'ensemble des sociétés du groupe. Page suivante, la phase 2 de l'épidémie. L'épidémie arrive en Europe, puis en France. Nous sommes début mars. Donc l'arrivée de l'épidémie en Europe a été rapide et nous a mené à prendre des mesures d'interdiction de tous les déplacements internationaux, puis domestiques, lorsque les premiers cas ont été détectés en France. Mi-mars, le confinement national a été décrété par le gouvernement. Et là, nous avons eu à prendre une décision très difficile, qui n'a jamais été prise. Nous avons décidé de fermer tous les sites pendant une semaine. Donc, arrêt total des sites, fermeture, pour se préparer à une reprise d'activités limitée aux activités essentielles. Donc, durant cette semaine d'arrêt, les activités dites essentielles ont été déjà identifiées. Ils ont été isolés, désinfectés et approvisionnés en équipements sanitaires. Ensuite, nous avons organisé la reprise des salariés qui étaient concernés par ces activités essentielles. En mars, cela devrait correspondre à environ 20% de nos effectifs. Donc, 20% des effectifs ont repris leur travail, soit en télétravail s'ils le pouvaient, évidemment, pour respecter les consignes de confinement, soit sur site, puisque, et ça concernait plutôt une grande majorité d'opérateurs et d'ouvriers qui avaient besoin des moyens de production pour venir sur site. Donc, ça veut quand même dire que 80% des salariés de Safran Aircraft Engines ont été en activité partielle et sont restés en activité partielle alors que revenaient. Et ils sont restés en activité partielle durant plusieurs semaines. Voilà. Donc, qui sont revenus sur site a été accompagné par les managers, par les médecins, afin déjà de les rassurer sur les conditions sanitaires mises en place. Et le jour de la reprise, notre président ainsi que les directeurs opérationnels ont été présents sur le terrain afin d'accueillir les salariés qui revenaient et de leur expliquer l'importance de reprendre une activité. Et puis la troisième phase, page suivante.
Ça a été le confinement national pendant 2 mois, entre mi-mars et mi-mai. Donc, durant le confinement national, nous avons mis en place évidemment des mesures pour limiter au maximum la présence des salariés sur site et limiter aussi, pour ceux qui étaient sur site, tout ce qui était les interactions sociales. Donc, ces mesures ont eu quand même des impacts directs sur nos salariés. Donc, j'en fais ici une petite énumération. Nous avons l'activité partielle qui est déployée et qui a concerné en mars 80% des effectifs, le recours massif au télétravail, la réduction des plages horaires pour les personnes qui revenaient sur site afin de limiter les flux, les croisements, les entreprises, et puis aussi l'aménagement des horaires de travail pour reporter en fin de poste et permettre aux salariés de prendre le repas à leur domicile. Il y a eu d'autres décisions qui ont touché les salariés dans leur organisation professionnelle, mais aussi dans leur organisation personnelle, parce qu'effectivement, une personne qui est même en télétravail va avoir des difficultés en fonction de ses conditions familiales pour travailler à son domicile. Donc, durant cette phase, une des priorités de la cellule de crise a été de maintenir le lien avec les collaborateurs qui étaient ce que j'appelle hors site, donc sur un télétravail, sur une activité partielle. Donc, différentes actions de communication ont été réalisées durant en général, notre président a fait des communications. Nous avons mis en place le site Internet afin de maintenir le lien avec les personnes qui avaient accès au réseau pour faire un suivi de la situation, pour informer sur les bonnes pratiques sanitaires. Nous avons mis en place un numéro vert pour permettre aux personnes qui n'avaient pas de lien via les systèmes d'information avec la société d'avoir au moins des informations via les lignes téléphoniques. Et nous avons aussi mis en place un dispositif psychologique pour les salariés qui le souhaitaient, pour répondre aux interrogations, aux inquiétudes des personnes. Bon, pendant cette phase, on a vu aussi des initiatives locales de salariés qui souhaitaient se mobiliser pour des initiatives du style fabriquer des visières, fabriquer des masques, des équipements respiratoires à destination des services de santé publique qui étaient aussi en grande difficulté. Donc, on a aussi perçu une forte mobilisation des salariés sur ces activités, on va dire, de support aux services de santé et qui étaient hors activité professionnelle. Alors, la quatrième phase qui a été évoquée aussi tout à l'heure, ça a été la fin du confinement et puis la reprise de l'activité en France. Donc là, c'était à partir du 11 juin. Donc, nous avons organisé un retour progressif des salariés sur le site, donc avec une forte implication des managers. Donc, l'objectif de ce retour sur site était surtout de ne plus avoir de salariés durablement exclus, de la vie de l'entreprise. Donc, des rotations ont été établies entre les salariés de façon à respecter un taux d'activité. Le secteur aéronautique a été fortement touché. Nous avions aussi un problème de charge. Donc, nous avons fait des rotations entre les salariés en activité partielle, en télétravail, de façon à garantir un minimum de présence sur site. Bon, on visait au moins un jour par semaine, de présence sur site. Donc, pour accompagner ce retour sur site des salariés et garantir les conditions sanitaires, nous avons élaboré un protocole sanitaire groupe qui a été déployé sur l'ensemble des sites. Nous avons formé, via des formations à distance, les managers et l'ensemble de nos salariés à ces consignes sanitaires. Et pour aider et accompagner les managers qui avaient aussi des difficultés à animer et à piloter leur équipe, nous avons mis en place des formations à distance pour les aider à organiser les activités de leurs collaborateurs et aider à réaliser l'accueil de leur équipe. Voilà. Donc, ensuite, vous savez, depuis le mois de mai dernier, avant les vacances, maintenant, l'activité économique a repris en France. Nous nous adaptons aux différentes phases de l'épidémie et nous garantissons quand même environ une présence de 50% des salariés en permanence sur site, avec des rotations. Je vais maintenant laisser la parole à Marie-Céline,
qui va vous présenter le ressenti de nos salariés vis-à-vis de cette crise. Merci beaucoup Bernard. Alors, je suis désolée, on a dû couper la caméra parce qu'il y a un souci de... Vous nous entendez quand même. Je vous propose qu'on passe à la planche suivante pour faire la transition. Du coup, le son est coupé. D'accord. Alors, je suis désolée pour la qualité du son. Je vais essayer de parler distinctement, que vous puissiez bien nous entendre. Voilà, ce n'est pas ma spécialité. Alors, Bernard vous a expliqué un petit peu tout ce qu'on avait mis en place en termes d'accompagnement, en termes d'accompagnement des équipes pour la reprise d'activité à partir à partir de fin mai, début juin. Je vous propose de passer à la planche suivante. On a constaté durant cette période, à la fois pendant le confinement et à la fois au moment de la reprise, un certain nombre de signaux faibles qui ont révélé des difficultés de vécu de cette période par nos salariés. Alors, pour plusieurs raisons, on a essayé de vous en faire une liste relativement exhaustive. Je vais insister sur certains d'entre eux. Je pense que le premier qui me semble essentiel, c'est l'incertitude sanitaire et économique. Très clairement, on traverse une crise mondiale que nous n'avons jamais traversée, et pour l'aéronautique en particulier, c'est une crise qui a des conséquences extrêmement fortes. Et même si l'aéronautique est un environnement qui a l'habitude de vivre des crises et qui y est préparé, une crise aussi importante et aussi longue, personne ne l'avait envisagé. Et donc aujourd'hui, on ressent fortement cette incertitude, et en particulier économique, puisque l'incertitude sanitaire a quand même très vite été, on va dire, diminuée par les mesures mises en place et tout le suivi de la cellule de crise, aussi bien au niveau groupe qu'au niveau société. L'autre signal faible sur lequel je souhaitais revenir, c'est d'activités essentielles et du coup d'activités non essentielles, qui a bien évidemment eu des conséquences sur la perception de nos salariés qui font partie de ces activités dites non essentielles et qui ont eu le sentiment de ne pas être considérées. C'est un autre signal qu'il faut prendre en compte et qu'on a pris en compte assez rapidement dans l'accompagnement de nos salariés. Autre point, les difficultés, et Bernard l'a évoqué, de communication, puisqu'on s'est retrouvé dans une période et dans un environnement que nous n'avions jamais vécu, avec des difficultés ne serait-ce que de distribution de courrier, puisque jusqu'à présent, quand on avait besoin de contacter des salariés, on avait toujours à minima cette possibilité d'écrire à nos salariés, d'envoyer des courriers, et même a été par moments extrêmement compliqué. Donc, des difficultés de communication entre collègues, entre les managers et les équipes, pour les personnes qui étaient confinées chez elles et à distance. Et enfin, le dernier point que je retiendrai, c'est, et Bernard l'a évoqué également, les difficultés pour les salariés qui étaient en travail à domicile dans un environnement familial pas forcément idéal pour le travail à domicile, et je pense que toutes les entreprises ont vécu ça, les enfants à la maison, le conjoint en télétravail également, donc des conditions de travail compliquées et un mélange des genres entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous l'évoquiez tout à l'heure, effectivement, des amplitudes horaires plus importantes, des difficultés à mettre un terme à sa journée, et des mélanges des genres entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ces différents signaux faibles, et je vous invite à passer à la planche suivante, nous avons souhaité mieux les comprendre et mieux les identifier. Et pour cela, nous avons lancé 2 enquêtes. Donc la première, c'est une enquête Everest vécu Covid que le groupe a lancée au mois d'octobre 2020. C'est une enquête qui a concerné l'ensemble des salariés de tous les pays, et pour laquelle nous avons eu plus de 6300 répondants pour Safran Aircraft Engines. Donc sur 12 000 salariés, c'est un très beau taux de réponse. Nous
nous avons un observatoire Everest qui se tient habituellement au travers des visites médicales annuelles. Alors, même si on ne peut pas tout à fait comparer les résultats de nos observatoires Everest avec cette enquête, ça nous a quand même permis d'analyser de manière plus approfondie les points de différence entre ce qu'on pouvait visualiser habituellement dans notre observatoire et les résultats de cette enquête. Et on a souhaité compléter les résultats de l'enquête Everest au travers d'une enquête spécifique à destination des managers de Safran Aircraft Engines. Donc, on a adressé 1500 managers en France. On a eu plus de 450 répondants et une grosse proportion de managers de proximité qui ont répondu à cette enquête. Planche suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des résultats de cette enquête et du plan d'action qu'on a mené alors, ces deux enquêtes nous ont fait ressortir les 2 points essentiels suivants. Le premier, c'est la nécessité d'entretenir, voire d'amplifier les facteurs protecteurs. Protecteurs contre les risques psychosociaux. Et les facteurs que nous avons identifiés comme facteurs protecteurs, c'est en particulier le travail de qualité, donc la qualité ressentie que chacun a dans son travail au quotidien, et la reconnaissance de l'entreprise, la reconnaissance de son manager, la reconnaissance de son environnement de travail. Et le deuxième point qu'on ressort de cette synthèse, des résultats de ces 2 enquêtes, c'est la nécessité de mener des actions correctives sur les facteurs de risque, donc les facteurs qui peuvent conduire à un risque plus élevé psychosocial. Alors, ces facteurs sont la charge de travail, également l'inadéquation entre la charge et la capacité, en particulier dans ces périodes d'activité partielle, la qualité du travail, les tensions interpersonnelles et l'isolement. Donc ça, c'est un point très fort qui est ressorti, bien évidemment, du fait du contexte particulier de la crise Covid, avec des personnes soit en activité partielle, donc potentiellement très isolées, en travail à domicile dans des conditions pas toujours idéales. De ces synthèses, nous avons mis en place un plan d'action au travers à la fois de notre levier de transformation, donc, qui fait partie de la carte stratégique de Safran Aircraft Engines sur l'engagement et le leadership, et au travers du plan de prévention des risques psychosociaux. Ce plan d'action a pour objectif de renforcer l'engagement de nos salariés et de nos managers, de donner du sens, de diminuer les facteurs de risque, donc charge, tension, isolement, et également de sensibiliser et former les managers et les RH. Je vous propose de passer à la planche suivante. Pour détailler un petit peu ce plan d'action, le premier point sur lequel on a souhaité travailler, c'est renforcer l'engagement. Et renforcer l'engagement, on est parti du principe que ça passait par le fait de donner du sens. Et donc, on a beaucoup travaillé sur les rituels de communication managériale. Donc, on a mis très concrètement un groupe de travail en place pour travailler sur ce levier engagement et leadership et identifier des actions, des quick wins et des actions qu'on pouvait mettre en place à plus ou moins long terme. On a donc travaillé sur des rituels de communication. Je vous montrerai sur la planche suivante comment ça se décline. L'objectif était de clarifier les enjeux et donner des clés de compréhension aux managers qui puissent décliner assez aisément à leurs équipes, d'assurer une déclinaison régulière des messages. Bernard en a parlé tout à l'heure. C'était un point essentiel pour donner du sens et pour clarifier et rassurer sur ce qui allait se passer autant que possible, et favoriser les échanges et le dialogue, justement pour limiter l'isolement. Pour l'engagement, on a décidé aussi que ça passait par le développement de la reconnaissance et en particulier par le levier du feedback. Donc, ce levier du feedback, on le travaille au travers de différents outils. On a par exemple une application qui s'appelle 5 Feedback qui permet à un réseau de professionnels de se faire des feedbacks sur, par exemple, le déroulé d'une réunion
et pouvoir améliorer ou obtenir un feedback positif sur le déroulé d'une réunion. Est-ce que les objectifs sont remplis? Est-ce qu'on a tenu le timing? Voilà, on est dans l'amélioration continue et également dans la reconnaissance du travail fait. On travaille ce feedback aussi au travers d'un outil qu'on appelle le TeamPulse, qui est un outil d'intelligence collective et qui permet de rassembler des managers autour d'un sujet dédié et de les faire partager sur leur expérience et sur leurs bonnes pratiques. Donc, c'est par exemple un TeamPulse sur le feedback ou un TeamPulse sur le management à distance. Et le dernier point un des derniers points sur l'engagement, c'est s'assurer d'avoir une vigilance accrue sur le climat social. C'est une bonne mesure de l'engagement des salariés et le climat social aujourd'hui, on l'observe au travers de différents outils. Donc, on a un certain nombre de sites dans lesquels des observatoires sociaux, mais on a aussi des enquêtes managers mensuelles et des copies QVT et prévention des RPS qui se déroulent 2 fois par an au niveau de chaque direction et au niveau de chaque site. Et enfin, je dirais que pour renforcer l'engagement, on a également essayé de maintenir une organisation du travail agile. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a renégocié à la fin de l'année 2020 un accord de télétravail mieux disant que l'accord précédent et qui permet au moment d'un retour à la vie normale, de pouvoir maintenir cette organisation du travail agile. Sur la planche suivante, j'illustre simplement le dispositif de communication managériale. Donc, vous voyez qu'il est très calé dans le temps avec des interventions aux différents niveaux, aussi bien au niveau de notre président qu'au niveau des CODIR des différentes directions, pour avoir l'objectif vraiment d'avoir un maillage maximum et une descente d'informations et des échanges réguliers avec l'ensemble de nos équipes. Planche suivante. Donc, je vous disais tout à l'heure que dans les plans d'action, on a travaillé sur le développement de l'engagement, mais on a également travaillé sur le et pour travailler sur ce leadership managérial, on a identifié plusieurs actions. On a beaucoup travaillé sur le partage, et on l'évoquait tout à l'heure dans la présentation précédente, le partage de bonnes pratiques, puisqu'effectivement, on va dire que l'intérêt de cette crise, ça a été de mettre le doigt sur des bonnes pratiques d'un certain nombre de nos managers qui ont permis de l'engagement des équipes, qui ont permis de favoriser le maintien du lien social, qui était un des points vraiment essentiel qui est remonté des différentes enquêtes que nous avons menées. Et on a donc, au travers de notre Manager Report, qui est une newsletter mensuelle envoyée par mail, mais également au travers de notre intranet, partager des bonnes pratiques sur le management à distance, sur la gestion des conflits interpersonnels et sur la gestion des priorités. Autre axe d'action pour développer le leadership managérial, je l'évoquais précédemment, c'est l'intelligence collective. C'est pour nous une forme à part entière de formation de nos managers, mais au travers d'outils novateurs qui existent depuis 2015 au sein du groupe. Donc les TeamPulse, je l'ai évoqué, mais on a également des groupes de co-développement, donc qui sont ensemble entre managers sur le partage de difficultés, la résolution de problèmes et le partage de bonnes pratiques. Donc, on a pour la nouvelle vague 2021 de groupes de co-développement engagés dans cette démarche avec 25 facilitateurs internes. Plan suivant. Et dernier axe de travail pour répondre à ces enjeux de la crise Covid, c'est notre plan d'action de prévention des risques psychosociaux. Là, on adresse vraiment la protection de nos salariés. C'est des choses qui ne sont pas nouvelles chez nous. On est une entreprise industrielle qui est particulièrement sensible à ces sujets de prévention des risques. On l'évoquait tout à l'heure avec Bernard. On a souhaité renforcer les actions déjà existantes au sein du groupe et au sein de Safran Aircraft Engines en mettant par exemple en ligne une page dédiée à la prévention des risques psychosociaux
L'idée étant toujours de partager les bonnes pratiques et d'avoir au même endroit toutes les informations disponibles pour nos salariés et nos managers sur les formations, sur les fiches pratiques et sur toutes les sensibilisations qui existent. On a également sensibilisé l'ensemble des comités de direction de Safran Aircraft Engine sur les résultats de l'enquête Everest dont je vous parlais, le plan d'action associé. Donc, on a fait des présentations en binôme avec la médecine du travail pour expliquer les résultats de l'enquête, pour expliquer le plan d'action que nous allions déployer et qui avait été validé par le comité de direction, et pour expliquer en quoi chaque pouvait apporter sa pierre à l'édifice à ce plan d'action. On a également mis à disposition de nos managers une conférence sur le stress professionnel. Donc, nous avions à disposition un certain nombre de formations, soit des MOOC, soit des formations en distanciel sur la prévention des RPS. Mais au travers des résultats de l'enquête, on a souhaité faire un focus sur le stress professionnel et ses conséquences, aussi bien physiques que physiologiques et psychologiques, et quelques outils très pratico-pratiques pour prévenir ces conséquences du stress professionnel. C'est une conférence qui a démarré au mois de mars et qui a été fortement appréciée parce que très utilisable aussi bien dans l'environnement professionnel que dans l'environnement personnel. Donc, si je devais conclure sur cet aspect de prévention et d'accompagnement de nos salariés, je dirais qu'on peut tirer de cette crise qui n'est pas finie, on disait tout à l'heure, sur laquelle on a déjà pu quand même capitaliser beaucoup de bonnes actions et accompagner davantage nos salariés, même si c'est dans un contexte difficile. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame Adnani et Monsieur Ollier pour cette présentation. Alors, effectivement, on a été un peu limité par la technique et merci quand même d'avoir joué le jeu. Pour notre audience, pour expliquer aussi la raison pour laquelle on était limité par la présentation des slides uniquement. C'est aussi dû effectivement au fait qu'il y avait des problèmes de connexion, donc on a dû se limiter au 100, mais ça nous a permis quand même de suivre la présentation et merci beaucoup à nos intervenants.